Bon, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Colette et je suis content, j'aime bien travailler sur les vrilles de la vigne et sur Sido. J'ai déjà publié une dissertation sur mon site, donc une dissertation rédigée, hein. Je vais sûrement en faire une vidéo d'ici les écrits, à partir de ce sujet-là, qui est, bon, vous le voyez, un sujet un peu long. Aujourd'hui, c'est pas ce sujet qu'on va traiter. Ça va être un sujet plus simple, un peu plus simple, ouais. On va pas rédiger entièrement la disserte, mais on va analyser le sujet, trouver une problématique, faire un plan détaillé. C'est parti. Avant ça, ouais, je voulais vous signaler que j'avais déjà publié des vidéos sur Colette. Pas de dissertation, mais des explications linéaires pour l'instant. Donc 4 explications linéaires, hein. Et celle-là, la dernière ici, donc, bon, de toute façon, vous aurez tous les liens dans la description de la vidéo. Donc celle-là, la dernière, un extrait de Nuit Blanche. C'est pas mal que vous y jetiez un œil, au moins pour l'intro. Parce que dans l'intro, je fais une petite présentation de Colette, du début de sa vie, très brève, hein, c'est vraiment rapide, mais ça peut vous donner des billes, des munitions euh, pour, euh, pour parler d'elle, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, le jour de vos épreuves. Voilà. Bon, il y a pas mal de portraits de Colette, hein. On a retrouvé, enfin, il existe notamment une photo d'elle à 5 ans, une photo d'elle à 15 ans, si on en croit ce qui est inscrit là. Ce portrait qu'on retrouve souvent aussi. Une photo où elle interprète une égyptienne dans un spectacle. Et donc cette autre photo plus méconnue, où elle est... Ouais, elle a je pense entre 30 et 40 ans ici. Donc la Colette qui écrit Les Vrilles de la Vigne. Celle qui écrit Sido, elle est un peu plus âgée. Celle qui écrit Les Vrilles de la Vigne, elle a une trentaine d'années. Celle qui écrit Sido, c'est 20 ans après, hein, puisque Sido est écrit en 1929. Vraiment, il y a beaucoup d'écart entre ces deux œuvres, qui pourtant doivent être étudiées ensemble, hein, dans le cadre du bac. Et ça a du sens, hein, qu'elles soient étudiées ensemble. C'est pas parce qu'elles sont éloignées dans le temps qu'il n'y a pas une grande continuité entre ces deux œuvres. Voilà le sujet qu'on va travailler aujourd'hui. Albéric Camus, peu importe son nom d'ailleurs, j'ai remarqué que dans les sujets du bac, en fait, il se contente d'écrire un critique estime que ou un critique écrit que. Donc ici, il décrit, sous la plume de Colette, tout vit et tout vibre, la pierre et le brin d'herbe, le seuil et le toit, et, chez les êtres, le trait, la manie, l'expression et le souvenir. Dans quelle mesure ces mots éclairent-ils votre lecture des deux ouvrages au programme de Colette? Bon, on pose une question, hein. Classiquement, il y a toujours une question de ce style, qui commence par dans quelle mesure, en quoi. La plupart du temps, c'est une question fermée. Ça peut être une question du style est-ce que vous êtes d'accord avec ou est-ce que cela correspond à votre lecture des œuvres? J'ai vraiment épluché les sujets du bac qui sont tombés ces 3 dernières années, et c'est très souvent des questions fermées. Donc des questions qui appellent une réponse en oui ou non. Ici, j'ai décidé de prendre une formulation avec une question ouverte, mais on va quand même faire une réponse qui sera dialectique, qui va commencer par oui, donc on va reformuler, on va faire une problématique qui va nous amener à une question fermée, et on va répondre d'abord oui, et ensuite on va nuancer cette réponse positive. Pas forcément en disant non, pas forcément un non radical, mais en tout cas un mais. Voilà, donc j'ai mis ces petits éléments de méthode aussi, hein, pour que vous suiviez la logique de la disserte. Et d'ailleurs, l'esprit de la problématique, on va peut-être pas prendre cette formulation pour la commencer, hein, mais l'esprit de la problématique, c'est ça, c'est est-ce que l'œuvre au programme, ou ici les œuvres au programme, correspondent vraiment à l'avis qui est exprimé par le sujet. Et ce, même si le sujet n'est pas une citation. Si le sujet est une question, c'est est-ce que l'œuvre au programme correspond au sous-entendu du sujet, ou en tout cas à la réponse que le sujet nous donne envie d'apporter en premier lieu. Voyons donc cet avis, cette opinion de lecture sur Colette. On va dans un premier temps aller dans son sens. Et oui, on a bien l'impression, ces mots sont très justes,
sous la plume de Colette, tout vit et tout vibre. Tout vit et tout vibre. Donc le style de Colette, son écriture serait une manière d'animer, de faire vivre et de faire vibrer les choses. Et même plus que les choses, hein, la totalité, donc le tout. Et ensuite, avec une énumération qui est précédée par 2 points de présentation, dans une énumération, il va citer ces choses-là qui composent ce tout et qui sont animées par le style et l'écriture de Colette. Et il y a des choses de nature très diverses, des choses inanimées, mais qui font partie de la nature, la pierre, le brin d'herbe. Il y a des choses qui appartiennent plutôt à la maison, le vocabulaire de la maison, le seuil, le toit. Il y a aussi des personnes, donc les êtres. Et puis, chez ces personnes, ou peut-être aussi chez ces animaux, des habitudes ou des comportements, le trait, la manie, l'expression. Et puis, je séparais sans doute le dernier mot, le souvenir. Hein. Donc, faire vivre, faire vibrer le souvenir. Évidemment, on est dans une œuvre autobiographique, une œuvre où Colette se penche sur ses souvenirs, sur sa mémoire. Donc cette dimension-là du sujet doit être explorée, va être explorée là dans la disserte qu'on va faire, parce que elle est centrale. Et comment est-ce que Colette réussit à faire vivre et à faire vibrer ses souvenirs? On va donner des éléments de réponse dans notre disserte, et surtout on va mettre en question donc ce rapport à sa mémoire, ce rapport à ses souvenirs. La question de problématique qu'on va poser à partir de ça, est-ce que... Alors je reprends pas exactement la formulation que je vous ai proposée, vous allez voir pourquoi. Pour essayer d'être un peu plus proche du début de la citation du sujet. Donc, est-ce que le style de Colette, on aurait pu mettre sa manière d'écrire, son écriture, est-ce que le style de Colette célèbre vraiment le monde qui l'entoure, en lui donnant vie. Le monde qui l'entoure en lui donnant vie. On pourrait dire aussi en l'animant. Et donc vous voyez que je réserve en fait l'énumération, la petite liste dressée dans le sujet pour alimenter mon grand 1, mon grand 2 et mon grand 3. On va se servir du sujet pour vraiment fabriquer notre plan et y trouver, oui, une dialectique, parce qu'en fait, il y a des choses ici qui s'opposent, des choses qui ne vont pas bien ensemble, qui vont nous permettre de créer ce plan idéal, le plan qu'on recherche, c'est-à-dire un plan qui soit tendu, qui ait une contradiction majeure entre le grand 1 et le grand 2, donc qui nous permette de dire il est vrai que dans un grand 1 et mais dans un grand 2. Le grand 3, souvent le plus compliqué à trouver, ouais, c'est clair que c'est plus compliqué à trouver. Le grand 3, en fait, c'est une nouvelle manière de voir le sujet. Bon, je vous conseille de commencer votre troisième grande partie par un « en fait ». C'est pas mal, c'est bien, ça dit bien ce que c'est. C'est une nouvelle idée qui va réussir à dépasser l'opposition que vous venez de développer dans le grand et dans le grand 2. Mais si vous voulez une formulation un petit peu plus longue, qui dit aussi très bien ce qu'est un grand 3, vous pouvez commencer par « si on considère notre question sous un autre angle ». C'est vraiment ça le grand 3. C'est pas une synthèse de la thèse et de l'antithèse, mais une nouvelle manière de regarder le sujet qui permet de résoudre le problème, même si c'est un bien grand mot, enfin c'est assez ambitieux, en tout cas de dire une vérité qui prend en compte ces deux aspects, ces deux manières de lire l'œuvre. Donc la thèse et l'antithèse. Et puis c'est parti pour la dissertation. Alors j'ai choisi une accroche qui me semble très utile de mémoriser, que ce soit vous en accroche, enfin pour votre accroche, ou que ce soit dans un développement à un moment. D'ailleurs j'aurais pu utiliser peut-être cette citation dans le développement. Donc c'est « Dans l'évry de la vigne, Colette évoque son goût passionné pour tout ce qui respire à l'air libre et loin de l'homme, arbres, fleurs, animal peureux et doux, eau furtive des sources inutiles. » Ensuite, je fais le lien entre cette accroche et le sujet, donc la citation du sujet. Cette déclaration de sensibilité exprimée par l'autrice, donc là, c'est déclaration de sensibilité, c'est comme ça que je qualifie
la citation hein, que je viens d'utiliser en accroche. Donc cette déclaration de sensibilité entre en résonance avec, alors là, comme j'ai modifié le texte, je vais dire plutôt avec le propos d'Albéric Cahu, ou je pense que je voulais écrire avec les mots, ouais c'est ça, avec les mots d'Albéric Cahu. Deux points, ouvrez les guillemets, et c'est le moment où vous reformulez, où vous réécrivez le sujet. Si votre sujet est une citation, hein, il faut le recopier au début de votre intro, donc après l'accroche. Si vous ne faites pas d'accroche, c'est pas un drame. Hein. Là, j'en ai fait une, hein, mais c'est pas un drame de ne pas faire d'accroche comme ça. Vous pouvez juste rappeler la date de publication d'Evry de Lavigne et de Sido en accroche. Cahu décrit les thèmes de l'écriture de Colette. Donc ici, je reprends le nom de l'auteur, mais en fait, vous pouvez mettre cette citation, ou ces mots, ou ce propos décrit, etc. Donc Cahu décrit les thèmes de l'écriture de Colette, la nature et les sentiments. Colette est extrêmement attentive et observe l'habitude et le caractère des êtres. Ici, on est dans l'analyse du sujet. L'analyse du sujet, elle va durer jusqu'à la problématique. Donc je vais mettre dans une autre couleur ce passage d'analyse du sujet qui va, vous allez voir à la fin, poser une question ou en tout cas mettre en valeur le fait qu'il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose d'insuffisant peut-être, quelque chose qui ne va pas dans ce sujet, dans cet avis de lecture de Sido et d'Evry de Lavigne. Donc Albéric Cahu, ouais, je reprends son nom ici, décrit l'écriture de Colette. Peut-être que là il faudrait dire voit l'écriture de Colette comme, parce que j'ai déjà écrit décrit, j'ai déjà dit qu'il décrit. Donc il voit l'écriture de Colette comme étant capable de rendre vivant et vibrant les sentiments et la nature. Ici, il faut mettre un accord du pluriel à vivant et vibrant, puisque ça s'accorde avec les sentiments et la nature. Mais, et là, il ne faut pas que j'oublie de mettre en italique mes titres. Je vais aussi les souligner, parce que vous, dans vos copies, vous devez souligner. En manuscrit, on doit souligner les titres des œuvres, donc je le fais là, pour vous rappeler que vous devez le faire. Donc dans l'Evry de Lavigne et dans Sido, Colette mène un autre projet littéraire, revivre les sentiments heureux d'une enfance perdue. Alors ok, c'est vrai que la citation évoque un peu cela à travers le fait que elle mentionne le souvenir à la fin. Mais ici, il y a une grande opposition qu'on peut faire à l'immense majorité de cette citation, c'est qu'elle oublie quelque chose. En fait, voilà l'esprit de ma thèse et de mon antithèse reformulée à l'oral. Hein, où, la thèse, c'est oui, il est vrai que le style de Colette est propice, il réussit très bien à animer le monde qui l'entoure, le monde qui entoure Colette. Mais, en fait, c'est une manière de réanimer un monde perdu, le monde de l'enfance d'une écrivaine qui est une adulte depuis longtemps, surtout celle qui écrit Sido, et qui a perdu cette personnalité de l'enfance, ce rapport au monde enfantin. Et dans ce grand 2, vous allez voir qu'on va d'ailleurs parler de ce rapport entre Colette écrivaine et Colette enfant. Donc Colette adulte, Colette enfant, la jeune fille qu'elle a été et qu'elle célèbre. Donc pour le dire autrement, grand 1, Colette célèbre bien le monde qui l'entoure. Grand 2, non, Colette célèbre celle qu'elle était quand elle était petite. Elle se célèbre elle-même. Elle fait l'éloge de qui elle était, de sa personnalité. Et le grand 3, en fait, ça va être de dire que Colette célèbre le rapport au monde extérieur qu'elle avait quand elle était petite. Et elle le célèbre en retrouvant, peut-être en reconstruisant cette intimité. Donc elle réanime un monde extérieur en recréant, se souvenant de son intériorité de fille, de jeune fille. Ça va être l'idée du grand 3. Donc je peux encore le reformuler d'une autre manière. Grand 1, une écriture de l'extérieur, du monde qui entoure Colette. Grand 2, une écriture intime, une écriture de l'intérieur. Et grand 3, une écriture subjective, donc qui est bien vue à travers le filtre reconstitué d'une petite fille, d'un monde extérieur. Voilà ce que je propose et voilà ce que ça va donner. Donc la problématique, hein, dès lors est-ce que l'écriture de Colette célèbre le monde qui l'entoure en lui donnant vie? Est-ce que le style de Colette, bon, style de Colette, écriture de Colette, c'est
c'est équivalent, célèbre vraiment le monde qui l'entoure en lui donnant vie. Oui, c'est ça. On aurait pu dire aussi en lui redonnant vie. Voilà notre annonce de plan. Il est vrai que l'écriture de Colette anime le monde et en ce sens lui donne vie, mais c'est avant tout un regard vers le passé, vers une Colette enfant. Et le grand 3, en fait, Sido et l'Évry de la Vigne réussissent à recomposer le monde extérieur à travers le regard passé d'une jeune fille. Ouais, je crois que ça correspond bien à ce que je vous ai dit à l'oral. Maintenant, passons à notre plan détaillé. Bon, la dissertation, c'est vraiment un exercice où il faut reformuler, non pas en se répétant, mais en affinant son propos, et c'est ce que j'ai essayé de faire là. Donc le grand 1, dans le grand 1, on va pas redire exactement la même chose que dans l'annonce de plan, mais ça va y ressembler. On peut commencer par ces 2 phrases. Il est vrai que Colette a une écriture très sensible, qui lui permet de faire vivre le monde. Son écriture porte sur le monde extérieur. Elle est un regard tourné vers la beauté des choses et la beauté des autres. Beauté des choses et beauté des autres, ça prend en compte, enfin c'est une manière de reformuler cette énumération du sujet. Ce sont les idées les plus simples qu'on met au début d'une dissertation en général. Ici, oui, Colette adore tout ce qui vit et vibre. Comme exemple de ces beautés du monde vivant, de la mise en scène littéraire de ces beautés du monde vivant, il y a le chute regarde que Sido, donc la mère de Colette, dit à sa fille et qu'elle accepte et qu'elle admire. C'est cette attitude de la mère de Colette qu'elle lui a transmise. Le fait de pouvoir contempler la nature et laisser parler la nature. C'est souvent, en lisant Colette, on a l'impression que c'est la nature qui parle à travers son œuvre, par le choix de ses mots, par la finesse de son style et son attention aux moindres détails du monde qui l'entoure, en particulier du monde naturel, puisqu'elle a grandi au milieu de la nature à la campagne. La deuxième citation, vous n'êtes pas obligé d'utiliser 2 illustrations dans chaque exemple, mais là, la plupart du temps, j'ai mis plusieurs illustrations. Ouais. Donc ici, un passage d'Évry de la Vigne. Oui, dans ma vie, il y a eu beaucoup de chiens, mais il y a eu le chat. Et ensuite, il y a tout un développement sur son chat qui s'appelle Kiki la Doucette. Elle dit à quel point les animaux ont eu une place importante dans sa vie. Vous pouvez aussi parler de l'épisode du merle. Pour ceux qui connaissent l'œuvre, vous savez de quoi je parle. L'attention au merle, d'ailleurs c'est juste après le chute regarde que j'ai cité ici. Ça vaut le coup de retenir chute regarde parce que ces 2 mots, vous n'allez pas les oublier et vous pouvez les utiliser dans plein de dissertes pour illustrer une sous-partie un peu comme celle-là, hein. L'attention, la contemplation du monde. Petit b du grand 1, une écriture originale qui célèbre la nature sous toutes ses formes. Alors ici j'ai dit que j'avais qu'un exemple, mais non, en fait j'en avais 2, c'est juste que j'avais pas pris la peine de copier déjà le deuxième, mais c'est pas grave, je vais le recopier là. Je pense retrouver la citation de mémoire. D'abord, on peut dire que c'est un projet d'écriture originale et unique, puisqu'elle déclare son intention. Alors c'est pas dans Sido ou l'Évry de la Vigne, c'est dans une autre œuvre, et j'ai mis du temps à la trouver, l'œuvre d'où est tirée cette citation. Il faut avec les mots de tout le monde écrire comme personne. Mais j'ai une élève qui m'a aidé à la trouver. Ce document, c'est un répertoire de citations. Je vous le montre pas parce qu'elle m'a pas... Bon, elle est hyper sympa cette élève, mais elle m'a pas spécialement autorisé à montrer son répertoire de citations. Donc je vous montre juste la toute fin où elle a noté ça. Et d'ailleurs, je vous note aussi ça. Je vous montre aussi ça. Elle a eu la présence d'esprit de retenir ce sujet qu'on a à travailler ensemble. Le sujet donc qu'on est en train de travailler là. C'est intelligent de garder en tête les sujets sur lesquels vous avez bossé pendant l'année, surtout si c'est des citations, parce que c'est sûr que vous allez pouvoir les réutiliser le jour J, le jour de la disserte, même si c'est un autre sujet. Tout ce document, vous le trouverez sur mon site. Je vais le publier sur mon site, le lien est dans la description, donc le document que je suis en train de compléter là. Sentimental évidemment. Et l'amour de l'aube, ici, ça c'était pour me rappeler que la citation que je voulais employer ici, utiliser, en fait elle fait référence à un passage hyper célèbre qui commence par j'aimais tant l'aube déjà. En fait c'est même car j'aimais tant l'aube déjà
que ma mère me l'accordait en récompense. C'est par cette citation que Colette commence le récit de son habitude qu'elle avait de partir de chez elle à 3 h du matin en été pour voir l'aube se lever, pour marcher seule dans la nature près de chez elle, avec la bénédiction maternelle même, elle l'obtenait comme une récompense. Alors voilà pour notre grand 1, maintenant on passe au grand 2. Mais c'est surtout en regardant sa propre personnalité que Colette vibre et vit. Donc vous voyez le contraste entre le grand 1 et le grand 2. Le grand 2 consiste pas à nier complètement le grand 1, il consiste à le nuancer fortement. Parfois vous pouvez contredire complètement le sujet, mais pensez aussi que vous pouvez simplement montrer qu'il y a quelque chose qui cloche ou qu'il est insuffisant. Donc ici, on montre que Colette s'observe elle-même. Et donc c'est pas seulement ce qui vit et vibre autour d'elle, mais c'est ce qui vit et vibre en elle. Donc on commence cette sous-partie par évoquer les souvenirs narcissiques d'une enfant merveilleuse. Vous pouvez peut-être trouver que le mot narcissique est un peu fort, un peu péjoratif. Ouais, c'est vrai, mais il y a quand même un critique qui s'appelle Claude Pichois, qui a dit à propos de Colette, de son écriture quand elle parle de sa mère, non, amour de soi-même. Donc c'est pas un amour filial qu'elle exprime, c'est un amour de soi-même. Pour prouver, parce que c'est ça, les illustrations, ça sert à prouver qu'une idée de sous-partie est vraie. Pour prouver l'idée de cette sous-partie, on peut utiliser ce passage. Vous n'imaginez pas quelle reine de la terre j'étais à 12 ans. Et puis celui-là aussi, ma mère tenait pour naturel, voire obligatoire, d'enfanter des miracles, ce qui sous-entend qu'elle est un miracle, que Colette est un miracle, ou en tout cas qu'aux yeux de sa mère elle en est un, et même si elle a pris de la distance vis-à-vis de cet avis, de cette opinion de sa mère, de cette obligation que ressentait sa mère, ça a quand même beaucoup façonné la personnalité de Colette. De toute façon, Sido a énormément influencé Colette, plus encore que évidemment qu'une mère influence sa fille ou ses enfants de manière générale, mais ici il y a quand même un lien, une relation qui, en tout cas littérairement, dépasse largement les relations mère-fille, mère-fils que l'on a l'habitude d'observer. Donc l'écriture de Colette est une plongée narcissique dans son âme d'enfant, la quête de celle qu'elle a vraiment été, et de sa personnalité passée. Je pense que j'ai mis la majuscule ici n'a rien à faire. Donc on pourrait dire une quête plutôt. Une plongée narcissique dans son âme d'enfant, une quête de celle qu'elle a vraiment été et de sa personnalité passée. Et puis une deuxième sous-partie consisterait à dire que l'écriture au passé de Colette, donc cette dimension autobiographique de son œuvre, c'est aussi une exploration d'elle-même au présent. C'est une manière de se rassembler elle-même, de reconstituer sa personnalité à travers celle de son passé. Tout cela, c'est moi enfant et moi à présent. Dans Les Vrilles de la Vigne, elle le dit. Une très bonne preuve, je pense, pour cette sous-partie. Autre chose, elle dit... alors ici, ça demande une toute petite explication, parce que là, je pense que l'analyse est facile, c'est-à-dire que vous pouvez facilement commenter cette citation pour montrer en quoi elle est claire et elle prouve que l'idée est vraie. Mais ici, ça mérite un petit commentaire. Loin de moi de vous oublier, chien chaleureux, meurtri de peu, pensée de rien, comment me passerai-je de vous? Je vous suis si nécessaire, vous me faites sentir le prix que je vaux. Bon, alors ici, elle parle des chiens. Oui, elle parle des chiens qu'elle a connus. Surtout les chiens dont elle a été la maîtresse, qui lui ont appartenu. Mais ici, on peut, en se basant sur cette expression « loin de vous oublier », on peut considérer que les chiens sont en somme les souvenirs de son enfance qui lui sont chers. Il faudrait dépasser, et c'est symboliquement, plus que les chiens chaleureux, c'est les souvenirs chaleureux. Les êtres et les choses aussi qui lui ont été chères quand elle était enfant. Et ces choses-là lui font sentir le prix qu'elle vaut. La citation est un peu longue, retenez seulement la fin peut-être. Vous me faites sentir le prix que je vaux, et retenez évidemment le début, chien chaleureux, peut-être seulement ça. Si votre mémoire permet de tout retenir, faites-le.
mais s'il faut vraiment retenir une chose en particulier, mais prenez seulement ce que j'ai mis en gras. C'est dans Amour, un texte, donc une nouvelle qui s'appelle Amour dans les vrilles de la vigne. On passe au grand 3 maintenant. En fait, l'écriture de Colette recompose le monde extérieur à travers son monde intérieur de petite fille. Et je reformule les choses ici pour expliquer un peu. L'écriture de Colette est tournée vers ses souvenirs. Tout n'est que recomposition à partir de sa mémoire. Et c'est donc à travers le prisme de sa mémoire et de l'écriture de cette mémoire, que le monde extérieur va être recréé et donc revibrer. Colette, donc, première manière de prouver que la grande idée est vraie, donc première sous-partie, Colette se met toujours en scène au milieu de la nature. En fait, à chaque fois qu'elle observe une chose, elle rappelle, donc l'écrivaine Colette, celle qui écrit et celle qui narre, qui raconte l'histoire aussi, prend toujours le point de vue de petite fille et elle le rappelle, elle n'oublie pas qui regarde et fait vibrer le monde autour d'elle. Donc ces célébrations du monde prennent une tournure intime, notamment par la portée symbolique que Colette leur donne. Ouais, c'est un titre à rallonge. Je pense que le titre, c'est juste la première phrase. Hein. On a déjà fait une analyse interprétative assez poussée là, dans le précédent exemple. Mais ici, vous allez voir, on va faire un peu pareil. Les vrilles d'une vigne amère m'avaient lié, tandis que dans mon printemps, je dormais d'un somme heureux et sans défiance, mais j'ai rompu d'un sursaut effrayé tous ces fils tors, ça veut dire tordus, qui déjà tenaient à ma chair, et j'ai fui. C'est une libération pour Colette, une émancipation. Elle se libère de quelque chose qui la contraint. Est-ce que c'est son rapport à sa mère? Parce que elle adore Sido, elle adore sa mère, mais elle souhaiterait aussi se défaire de cette tyrannie domestique, de cette forme de tyrannie que Sido fait subir à ses enfants. Donc peut-être que c'est ça. En tout cas, ici elle raconte un rêve où elle est emprisonnée par une vrille de vigne. J'espère que vous avez eu la curiosité d'aller voir ce que c'est qu'une vrille de vigne. Donc Colette s'imagine, petite fille enfermée dans cette espèce de tige qui s'enroule et elle réussit à s'en sortir en se réveillant. Elle casse les chaînes qui la tenaient ligotée. Donc évidemment, ça nous mène à penser à l'adolescence et à l'émancipation que connaissent la plupart des adolescents, justement pour grandir. Et même des enfants aussi. Hein. Il y a plusieurs moments où les enfants grandissent en se libérant d'une contrainte, d'une dépendance aussi à leurs parents ou à un autre cadre, à d'autres cadres. Donc voilà cette célébration aussi d'une libération, d'un rapport au monde qui se sert de ce que sa mère lui avait donné mais qui sait s'en libérer. Et de la même manière, elle va toute seule voir l'aube. Donc on revient sur cet épisode de Sido, hein, c'est dans Sido. Elle va tout seule voir l'aube en plein été. Elle a dit, donc, c'est une sorte de rituel hein, ici qui a lieu. Symboliquement, on peut même le considérer comme une espèce de baptême parce qu'elle s'immerge dans un brouillard, un baptême païen, un baptême au milieu de la nature et solitaire. Je descendais le chemin de sable, le brouillard atteignait mes lèvres, mes oreilles et mes narines plus sensibles que tout le reste de mon corps. La sensibilité de Colette ici. Sensibilité olfactive ici, puisqu'elle dit que c'est ses narines qui sont sensibles, mais c'est aussi une sensibilité littéraire. Et Colette est peut-être une des écrivaines qui nous fait le mieux sentir les choses, notamment avec son obsession pour les fleurs, que j'ai beaucoup traité, enfin que j'ai traité au moins dans cette première vidéo là, il y avait dans ce temps-là, et cette deuxième là, l'extrait de Dernier Feu, où les fleurs sont omniprésentes. Donc elle dit « J'allais seule, c'est sur ce chemin, c'est à cette heure que je prenais conscience de mon prix. » Encore une fois, il y a la conscience de soi qui revient. Donc l'écriture de soi est comme un miroir qui nous renvoie, en tout cas qui renvoie à Colette, sa valeur, son prix. Elle l'avait déjà dit hein, d'ailleurs, dans « Vous me faites sentir le prix que je vaux ». C'est pas un hasard hein, si ce terme revient dans son écriture du passé, c'est parce que elle sait ce qu'elle vaut grâce à ses souvenirs.
Et dans la dernière sous-partie donc de notre disserte, on pourrait dire que le souvenir de soi, c'est une voie, un chemin vers la contemplation du monde. Donc c'est pas une idée fondamentalement différente de la précédente, simplement on va prendre un autre aspect des choses. Donc c'est... et je dis pas le souvenir personnel, c'est le souvenir de soi, donc l'image de soi au passé. Ce sont deux œuvres, Sido et Lévry de la Vigne, qui nous renvoient bien cette image d'une personnalité enfantine, ok, une personnalité passée, qui voit les choses. Donc cette subjectivité est assumée. Et toute la capacité de Colette, écrivaine, à faire vibrer le monde, à faire revivre le monde, en fait, dépend de sa subjectivité enfantine. En tout cas, de la reconstruction de sa subjectivité enfantine. J'espère que l'idée n'est pas trop confuse, que je l'exprime bien. Je crois qu'elle n'est pas si compliquée, hein. Mais il faut toujours avoir en tête que l'écrivaine Colette n'est pas le personnage d'enfant qu'est Colette. Et en ayant cette donnée-là en tête, qui est constitutive de toute écriture autobiographique, ben, on peut arriver à cette idée que c'est la subjectivité imaginée par l'adulte et souvenue, on peut dire, retrouvée par l'adulte, qui permet cette vibration du monde. Et donc Colette a besoin de passer par le souvenir de son enfance pour que le monde reprenne forme, se recompose sous ses yeux ou sous sa plume. J'ai sélectionné 3 citations ici, un peu trop longues, donc je vais peut-être mettre en gras les parties à retenir. Une enfant très aimée, qui vivait à la campagne parmi des arbres et des livres. C'est ça qui importe à Colette. Dans son enfance, elle était parmi, donc au milieu des arbres et des livres, de ces choses qu'elle fait revivre. Elle n'a pas connu ni souhaité les jouets coûteux. Vous pouvez vous souvenir aussi de cette partie-là, peut-être une autre idée. Voilà ce que je revois en me penchant ce soir sur mon passé. Je trouve que ce passage-là est essentiel pour rappeler le dispositif autobiographique que Colette a bien conscience de créer. Je voudrais dire tout ce que je sais, tout ce que je pense, tout ce que je devine, tout ce qui m'enchante et me blesse et m'étonne. Ça, c'est un passage d'Évry de la Vigne dans lequel elle déclare son intention d'écrivaine. Cette subjectivité est bien assumée à travers la répétition du pronom personnel, ici avant chacun des 3 derniers verbes. M'enchante, me blesse et m'étonne, mais aussi il y a les jeux ici. Je voudrais, je sais, je pense et je devine. Notre tout dernier exemple pourrait être mon imagination, mon orgueil enfantin situait notre maison au centre d'une rose de jardin, de vent, de rayons, dont aucun secteur n'échappait tout à fait à l'influence de ma mère. C'est au début, ça, c'est tout début de Sido, vraiment dans les premières pages. Et là encore, on voit la distance qu'a l'écrivaine par rapport à sa personnalité enfantine, qu'elle dit ici orgueilleuse et pleine d'imagination, mais c'est quand même cette personnalité enfantine et ce regard de l'enfant sur le monde qui est le sujet de Sido et Lévry de la Vigne, et qui justifie ce qu'en dit Albéric Camus quand il dit que tout vit et tout vibre. Donc en fait, c'est pas seulement sous la plume de Colette. Voilà, pour corriger, je me permets d'ajouter un petit quelque chose à la citation. C'est pas sous la plume de Colette que tout vit et tout vibre, c'est sous la plume de Colette, mais aussi sous le regard de l'enfant Colette. Donc sous la plume de Colette qui recompose le regard de Colette enfant. Il y a 2 Colettes en fait. Celle qui a une plume à la main et celle qui regarde le monde et qui regarde les merles manger les cerises dans le jardin de sa mère, ou qui regarde l'aube se lever en allant se promener à 3h du mat'. Voilà, j'espère que cette disserte vous a plu, j'espère que ça n'a pas été trop dense. Il y a beaucoup de choses, je pense. Ça, c'est les bases d'une dissertation qui serait un niveau quand même un petit peu supérieur à celui du bac. Donc, retenez ces idées, elles vous seront utiles. Retenez aussi ces citations. Comme je le rappelle, je vais mettre tout ça en ligne très vite. Je pense qu'en même temps que la vidéo, je vais mettre tout ça en ligne sur mon site. Donc, il y aura 2 dissertations sur Colette sur mon site. Voilà, parmi mes publications récentes.
J'espère encore une fois que ça a été très utile et je vous dis à très bientôt pour continuer à se préparer au bac de français.